Bonjour et bienvenue dans Le Pont des communs, l'émission créée par des progressistes pour celles et ceux qui veulent comprendre, changer le monde et parfois respirer avant de lire les commentaires Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Le nom de l'émission ? À la guerre comme à la guerre, des idées. Des États-Unis de Trump au recul démocratique européen jusqu'à la Belgique, aujourd'hui, on vous propose un tour du monde où certains discours se raidissent plus vite qu'un vélo sans dérailleur. Comment résister ? Comment reconstruire du commun ? Dans notre studio, nous avons le plaisir, que dis-je, l'immense privilège d'accueillir Rudy Demotte. Rudy Demotte, ancien ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne, ministre d'État, habitant né à Flobeck et cycliste passionné qui préfère son vélo aux voitures de fonction. Mais ça, on devrait le vérifier. Bonjour Rudy. D'autant plus que j'ai plus de voiture de fonction. Le vélo est donc d'autant mieux. Nous accueillons aussi bien sûr nos deux chroniqueurs de talent, et Margot Lepouter. Bonjour. Et Louis Mariage, Goedendag. qui comme d'habitude vont nous apporter une vision un petit peu différente, mais toujours pertinente sur notre sujet. Mais trêve de palabres. Pour commencer l'émission, direction le royaume de Trump. Royaume où les valeurs semblent s'être inversées et où l'argent semble avoir remplacé la loi. Comment analyses-tu, Rudy, les victoires de Donald Trump ? Et est-ce que tu peux répondre à cette question de est-ce que les progressistes ont déjà perdu ? Alors, je pense que les progressistes n'ont pas perdu, sauf peut-être beaucoup de temps. Et qu'ils sont dans une situation où ils n'ont peut-être pas mesuré la quintessence du succès de Trump. En l'occurrence, l'homme a bien compris qu'aujourd'hui, la vérité ne s'assène plus. Elle est une pâte à modeler, un peu dans le modèle orwellien. La paix, c'est la guerre, d'où il veut devenir prix Nobel de la paix, tout en modifiant le nom du département de la Défense pour en faire le ministère de la Guerre. Il veut prétendre aujourd'hui renouer avec les classes populaires tout en nourrissant abondamment l'oligarchie capitaliste. Et il touche aussi à une chose qui est fondamentale aujourd'hui dans l'opinion publique internationale et pas seulement aux États-Unis, c'est l'impuissantement du politique. Souvent, le compromis est ressenti comme cet élément d'eau tiède qui fait que finalement on n'adhère plus parce que on sent plus la valeur. Et lui, il dit mais ce que je dis, je le fais. Et même si ce qu'il fait n'est pas toujours très honorable, les gens disent oui, effectivement, il montre qu'il y a un mouvement en politique. Et ça sans doute qui a été aujourd'hui pas suffisamment perçu par les progressistes en général, et dans les progressistes, la gauche en particulier. Je fais une distinction entre les deux, parce que je pense qu'il y a des gens qui, à droite, peuvent épouser une partie du progrès. Je sais que c'est un peu iconoclaste de le dire comme ça, mais ils vont arrêter le raisonnement à la question notamment de la place de l'égalité dans le progrès. Là où la gauche apporte un élément de nuancement, c'est qu'elle va dire il y a effectivement un besoin de progrès humain, mais le progrès humain est également conditionné à l'accession des gens, pas seulement à des droits égaux, mais à des statuts égaux dans la société. Et aujourd'hui, la promesse de Trump est « je vais vous rendre de la fierté, de la grandeur, et je peux par ma force briser un petit peu les carcans de mollesse, de faiblesse, de toute cette classe politique, de toute cette élite qui n'a jamais pu changer vos vies. » Et quand on se laisse prendre effectivement au miroir aux alouettes, eh bien on voit ce que ça donne. Mais il se laisse prendre à ce jeu-là et effectivement il démontre toute sa force en cassant des carcans, mais il va plus loin. Aujourd'hui, quand on voit qu'il envoie l'armée dans les villes républicaines, quand on voit que ICE, des gens cagoulés, vont dans les villes arrêter d'autres personnes sans même vérifier leur identité pour les mettre en centre fermé, c'est plus qu'un changement de paradigme. On est aujourd'hui dans quelque chose
qu'on croyait réservé à une histoire et une période sombre de notre histoire? Je pense que ce qui est mis là en exergue est finalement relativement accessoire par rapport à ce qui se passe en profondeur. Ce qui choque, c'est effectivement ces brigades de la police des frontières, d'ailleurs nourries aujourd'hui par des modes de financement tels que jamais elles n'ont eu dans le temps. Donc on a augmenté les budgets de l'ICE dans un ordre de grandeur que je ne peux plus citer parce que je pense qu'il est de l'ordre de 200 ou 300%. Mais donc ça mériterait un fact-checking, donc je ne vais pas avancer le pourcentage exact, mais c'est substantiel. Par contre, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, ce qui n'est pas émergent et qui est pourtant beaucoup plus préoccupant, c'est toute la machine proto-fasciste qui est mise en place aux États-Unis. Et ce proto-fascisme, c'est quoi? C'est par exemple le concaténage des données. Alors, je vais d'abord utiliser une petite explication pour le mot concaténage. C'est comme une chaîne. Un maillon qui se met avec un autre, c'est concaténer, c'est mettre dans la chaîne. Toutes les données sont intégrées. Et c'est le fait de sociétés spécialisées, notamment comme la firme Palantir, qui est dirigée qui est détenue plus précisément par un homme qui s'appelle Peter Thiel. Et Peter Thiel, c'est le parrain de Vance, au sens politique du terme. Alors, quelle est sa caractéristique? C'est un homme qui appartient au courant qu'on qualifie les techno-libertariens aux États-Unis, donc qui se présente à la fois comme les ennemis de l'État absolu. On retrouverait là des signes notamment d'ultralibéralisme dans cette position, mais qui en même temps est proche des milieux réactionnaires croyants. Par exemple, il est très proche des principes de ce qu'on appelle le Dark Enlightenment, c'est-à-dire les Lumières noires. Qu'est-ce que c'est que les Lumières noires? C'est le mouvement opposé au mouvement des Lumières développé chez nous depuis le XVIIIe siècle par les différents auteurs qui ont porté les plus grandes valeurs de progrès auxquels je faisais référence tout à l'heure. Et donc là, ce propriétaire de Palantir et la firme Palantir sont en train de mettre en place des systèmes de collecte de sécurité sociale, de données de sécurité sociale, de cartographie de l'individu. Le dernier avatar de ce que je suis en train de décrire, c'est la modification des modes de vérification des données personnelles aux frontières aux États-Unis. Alors on sait que des chercheurs français, canadiens, ont déjà été renvoyés dans le pays pour des fouilles sur leur GSM où il y avait simplement des commentaires critiques sur Facebook. Mais il y a pire. Aujourd'hui, il y a bien pire. Si vous lisez les instructions consulaires qui ont été déjà données dans un certain nombre de journaux aujourd'hui, pour février, vous devrez donner un historique complet de tout ce que vous avez fait sur Facebook, de tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Il vous faudra donner vos numéros de téléphone pour les 5 dernières années, tous les numéros de téléphone que vous avez utilisés. Donnez les numéros de téléphone de vos frères, sœurs, enfants, conjoints pour les 5 dernières années. Il vous faudra également rentrer des données qui ont trait notamment à des éléments biomorphologiques, etc. Par exemple, une application va vous être donnée aux frontières où vous devez faire un selfie et qui permette une géolocalisation pour voir que vous sortez bien des frontières au bon moment. Donc on est dans la dystopie la plus totale. Je pense qu'Orwell était en deçà de la réalité. Et donc le proto-fascisme, la partie non émergente de ce régime est beaucoup plus préoccupante. Et quand on sait que nos démocraties sont contaminées par cette même firme, Palantir, qui est aujourd'hui en train de servir, par exemple la France vient de prendre des dispositions en faisant en sorte que ses services secrets ont passé, il y a maintenant 3-4 jours, un nouveau contrat avec la même firme Palantir. Airbus a passé un contrat avec Palantir. Ce ne sont que des exemples. Il y a des lobbies aujourd'hui qui, à Bruxelles, font le job de Palantir également. Et je ne me souviens pas actuellement, parce que j'ai une mauvaise mémoire des noms, du nom du patron, le CEO de Palantir, mais ce CEO a notamment déclaré récemment que, à son sens, même quand on enfreignait des dispositions légales, quand c'était pour, entre guillemets, le bien commun défini par l'ordre, c'est-à-dire l'ordre établi, eh bien on pouvait allègrement y aller. Jusqu'au point d'ailleurs de collaborer
avec l'armée israélienne, Tsahal, pour l'identification de terroristes. C'est eux, par exemple, qui ont été derrière les beepers qui ont explosé. C'est eux qui ont également lancé l'opération, je la paraphrase, Papa est rentré à la maison, où on identifiait par des drones des prétendus terroristes, et quand ils rentraient chez eux, en famille, etc., on envoyait un missile sur l'appartement en tuant l'ensemble des gens. Donc, c'est-à-dire que on a affaire aujourd'hui à une profondeur beaucoup plus inquiétante que l'émergence superficielle. Et donc on le comprend bien finalement en atterrissant aux États-Unis, on comprend qu'il y a un proto-fascisme qui est à l'œuvre et qui va bien plus loin que cette guerre des idées dont on parle, puisque effectivement on bafoue certains droits humains, on récolte des informations et des données de manière massive, de telle manière qu'on puisse finalement surveiller mieux les personnes qui entrent ou qui sortent. On restreint finalement la liberté de circulation qui fait quand même partie de l'essence de notre humanité. Je te propose, pour continuer la discussion, de me tourner vers Margot. Tu nous parles de proto-fascisme, Rudy, et elle va s'intéresser à quelque chose qui est essentiel pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, c'est ce qui se passe sur la culture. Parce que derrière les discours, les slogans, les punchlines, il y a des récits. Et aujourd'hui, certains utilisent cette culture comme une arme, pendant que d'autres la traitent de luxe presque inutile. On a malheureusement l'exemple bien trop souvent. Heureusement pour nous, Margot est là avec tout son dynamisme, son humour et sa pertinence. Alors Margot, à toi la parole. Parle-nous de culture. La barre est très haute, j'ai une pression incommensurable. Alors, aux armes citoyens, préparez les canons, nettoyez les pistolets, souquez les artimuses, bref, préparez-vous pour le combat. Aujourd'hui, on parle de bataille culturelle. Et même si, de prime abord, ce choix de mots a chatouillé mon petit côté pacifiste, j'ai dû me rendre à l'évidence. Aujourd'hui, la culture est devenue, pour un pan très à tribord de notre navire, soit une arme, soit une ennemie. Comme le démontrent Pierre Plotu et Pierre Massé dans leur livre Pop Fascisme qui est paru aux éditions Divergence, nous assistons depuis quelques années à une sorte de contamination des mentalités et des récits par les idées d'extrême droite. La culture est devenue une arme. Pour ce faire, elle passe par des influenceurs qui, pour la plupart, ne s'autoproclament pas comme politiques et qui touchent une audience à minima de centaines de milliers de personnes. Partout dans le monde, à nos frontières et même à l'intérieur de celles-ci. Internet notamment a permis à ces discours extrémistes et clivants d'être propulsés au premier plan. Pire encore, certaines de ces idées se sont immiscées dans notre environnement médiatique via des figures ne se revendiquant pourtant pas de cette mouvance politique. Le simple fait que les réseaux sociaux soient devenus le théâtre du buzz à tout prix, de la mort de la nuance, en somme, qu'ils soient devenus de vraies machines à fracturer, fait la part belle à ceux qui combattent le vivre ensemble. En mimant, en investissant la culture populaire, le pop-fascisme crée une sorte de bulle idéologique qui pousse des personnes à être les électeurs dont il a besoin. En ligne, sous couvert d'humour, de lifestyle ou de réalité alternative, via des publications d'ouvrages, l'appropriation d'œuvres historiques, à travers des minutes d'antenne grattées, si ce n'est toujours par ses représentants, au moins par ses idées. C'est tout un écosystème qui a été créé, et la culture est devenue une arme très bien utilisée par le camp des réactionnaires, des porte-paroles de la haine, des metteurs en scène du conflit. Et nous ne faisons pas exception. N'entendez-vous pas ces éléments de langage d'un bleu s'assombrissant progressivement ? N'assistez-vous pas à des décisions ostensiblement illibérales ? Ne voyez-vous pas ces comportements, ces prises de parole, ces éclats de plus en plus clivants ? Oui, notre culture dans son sens le plus large ressemble à un bain dont l'eau deviendrait de plus en plus brune. Même si des partis dits traditionnels commencent à en revêtir certains atours, force est de constater que, politiquement, l'écosystème culturel belge francophone ne constitue pas encore une arme assez redoutable pour faire gagner l'extrême droite. Notre système de valeurs, bien qu'en constante évolution, continue de s'accrocher aux principes de solidarité et de tolérance chers à notre plat pays, comme on s'accrocherait à une photo en temps de guerre. Dès lors, et malheureusement pour certains, notamment dans son aspect artistique, la culture ne permet pas de faire changer les esprits les plus réfractaires, voire résistants. Au contraire,
Elle change alors de posture et devient une ennemie, que l'on traite comme telle, tout en prétendant la chérir. L'amour n'est pourtant pas flagrant quand on dit que la culture n'a pas besoin d'un ministre, alors même qu'elle représente jusqu'à 5% du PIB. Baisser les moyens alloués à ce secteur tout en augmentant la TVA des organisations non subsidiées n'est pas non plus ce que j'appellerais une déclaration d'amour. Prétendre vouloir le bien de la culture en l'affranchissant des subsides de l'État pour la pousser vers des mécénats qui risquent de diminuer l'indépendance des artistes est loin de la sérénade. Quelle ironie de vouloir défendre une culture et des traditions en niant l'un de ses aspects fondamentaux. Elle n'est pas figée dans le temps. Miroir de notre société, elle évolue sans cesse, si bien que la disséquer permet de rendre compte de qui la faisait vivre en chaque temps. Et finalement, la relation prétendument amoureuse revêt définitivement son masque guerrier lorsqu'on affirme haut et fort que les poètes ne peuvent pas diriger. Insinuant ainsi que la sensibilité serait une faiblesse, que la vision complexe et entière de la nature humaine n'a pas sa place dans les hautes sphères décisionnelles. Sauf que gouverner sans imaginaire, c'est gouverner à l'aveugle. Ne prendre en compte que des chiffres sans ouvrir son esprit au beau, à ce qui émeut ou ce qui élève, c'est oublier que gouverner un pays, c'est servir des millions d'âmes humaines. La culture et l'art nous présentent une myriade de visions d'une même réalité, invitant inévitablement à la nuance et au développement de l'esprit critique. C'est peut-être ça, en fait, qui fait qu'elle dérange certaines personnes. Alors, tant qu'Émile Zola accusera, que Jean-Pierre Siméon me rappellera la mystérieuse différence, que Banksy restera indocile, en fait, tant que des chansons nous feront danser ou se feront écho des voix qu'on n'entend pas, tant qu'un tableau ou une image nous fera sourire, découvrir le monde ou nous présentera ce qu'on ne veut pas voir, tant qu'un film, une pièce ou un opéra me fera changer ma vision des choses, mon humour ou soulèvera des foules, eh bien, moi, je prendrai la culture pour ce qu'elle est. Non pas une arme, non pas une ennemie, mais le drapeau blanc qu'on agite sur le champ de bataille pour qu'on commence, enfin, à se regarder. Merci Margot. Effectivement, aujourd'hui, la culture subit des attaques frontales, surtout la culture qui est critique, la culture qui vise à remettre en question l'ordre établi. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Rudy, cette attaque et comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui les diminutions finalement aussi de financement qui interviennent sur la culture ? D'abord, il ne faut pas considérer la culture comme étant un corps qui serait flottant dans l'air et indépendamment de la société. Alors, vieux concept marxiste, c'est que la culture est une émergence de la société matérielle. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on entend aujourd'hui d'aucuns dans les milieux réactionnaires rejeter la culture, pas toute la culture. Par exemple, la culture patrimoniale, celle des grands bâtiments emblématiques, des cathédrales, des œuvres d'art qui se monnaient chers et vilains, ça, on n'y touche pas. Et ce qu'on détruit d'ailleurs quand on essaie d'attaquer un pays ou en cas d'invasion, souvent on s'attaque à ce genre de monuments pour essayer de justement casser ce côté un peu identitaire et patriotique qu'on pourrait avoir. Exactement. Et donc là, on est devant une connexion entre les identitaristes, donc ceux qui aiment se reconnaître dans des œuvres qui représentent en quelque sorte par projection ce qu'ils pensent être eux-mêmes, et le concept de culture. L'un s'assimile à l'autre, alors que la culture est aussi quelque part un outil d'émancipation, pas seulement un outil de placement financier ou de fierté identitaire. Et c'est ce qui est très bien décrit par exemple dans des textes comme ceux de Gramsci ou de Bourdieu, qui sont deux belles références, ou encore si on va chercher un anthropologue comme Maurice Godelier, tous vont effectivement mettre ces points de culture émancipatrice, anthropologiquement parlant, en exergue. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la culture est appropriée par un certain nombre de courants idéologiques profonds qui essaient de la corrompre. Je parlais tout à l'heure du Dark Enlightenment, mais il faut voir qui est derrière. Il y a aussi des philosophes qui sont derrière. Le premier qui a lancé le mouvement, c'est un Anglais, Nick Land, qui a été ensuite repris par un Américain qui est un influenceur d'opinion, qui s'appelle Curtis Yarvin.
Et les deux partent du principe qu'il y a une espèce d'élite intellectuelle qui a pour fonction de remettre de l'ordre dans tout ce désordre culturel, de donner une lumière, ce qu'ils appellent la lumière sombre, mais qui pour eux est la contre-lumière de la Révolution française ou encore de l'émancipation anglaise par rapport au pouvoir royal. C'est la réinstauration, par exemple, de monarchies, mais qui sont des monarchies basées uniquement sur la détention de l'argent. Et tout ça se caractérise aussi par des courants très brutaux dans l'expression. Pensez par exemple à un leader d'influence comme Steve Bannon, dont le slogan est Flood with shit, c'est-à-dire inondé de merde. Parce qu'en faisant ça, on noie quelque part la représentation du monde dans des schémas qui sont des schémas de dénigrement, qui font perdre tout repère. Et quand tous les repères sont perdus, quand la culture s'amenuise, quand le drapeau blanc ne peut plus être agité, eh bien, il n'y a plus qu'un champ de bataille en ruine. Et dans ce champ de bataille en ruine, l'ordre, l'homme d'ordre qui vient rétablir les choses est essentiel. Donc voilà pourquoi la culture est aujourd'hui basiquement une chose à laquelle on doit se rattacher. Et voilà pourquoi le discours de certains qui disent « laissez la culture vivre seulement avec le mécénat, les offres privées ». Voilà pourquoi ceux qui disent que l'État prend trop de place parce qu'il contrôlerait la culture. C'est l'inverse. C'est parce qu'il faut aujourd'hui donner de la liberté par la culture qu'il faut se battre pour que la culture continue à être subventionnée. Quels sont les moyens de sa liberté? Oui, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que finalement, la culture, il n'y en a pas qu'une. Il y a la culture que les conservateurs chérissent parce qu'elle rappelle des identités, parce qu'elle ne vise pas finalement à critiquer. Et puis, il y a la culture qu'on ne devrait plus soutenir parce qu'elle vise à faire réfléchir, alors que finalement, cette culture critique, cette culture qui émancipe, c'est sans doute l'une des plus grandes richesses qu'on a dans notre société. Et puis, il y a aussi peut-être quelque chose qui peut paraître un petit peu effrayant pour certaines personnes qui aiment beaucoup cet ordre, ce contrôle et cet aspect très identitaire, immuable, alors que finalement, quand on prend la culture dans son ensemble, on voit qu'il y a tout un pan qui justement évolue constamment. Il y a de la multiculturalité, il y a des échanges, il y a de la co-construction, et en fait cette partie-là, elle peut potentiellement faire peur parce que on n'a pas la main dessus, parce que c'est quelque chose qui va évoluer avec des mentalités, avec des valeurs qui sont peut-être pas forcément celles qu'on défend, et donc ça peut faire peur d'avoir quelque chose, une partie de biens communs sur lesquels on n'a pas cette main et qui va promulguer, qui va promouvoir des valeurs et une diversité qui ne correspondent peut-être pas forcément avec ce qu'on essaye de vendre, parce qu'aujourd'hui on essaye de vendre des idées. Je veux juste un petit élément sur la question culturelle. Je pense que c'est important aussi d'avoir en tête que la culture, en tout cas pour la culture au sens global, elle a de multiples visages. Et je vais prendre pour exemple la culture qu'on pourrait qualifier de culture geek ou culture pop culture, on l'appelle aujourd'hui, etc. Et je vais prendre quelques exemples, dont un plus récent et un plus ancien, sur l'interprétation par exemple de l'œuvre de Tolkien, sur Le Seigneur des Anneaux, qui, moi, dans ma perception, je l'ai toujours perçu comme un écologiste, un peu, voilà, les elfes c'est les gentils, etc. Dans une vision, on va dire clairement plus de gauche, plus de solidarité, etc. Et donc je vais avoir cette vision, je vais projeter mes propres valeurs sur cette œuvre. C'est peut-être ça qui fait la grandeur d'une œuvre aussi, c'est que chacun peut projeter ses valeurs et s'y retrouver. Mais il faut savoir que l'extrême droite italienne s'est emparée de ce truc. Et ils ont même créé des petits camps de hobbits durant l'été, où en fait, ils s'entraînaient un peu dans une nouvelle jeunesse fasciste, le parallèle n'est pas loin, mais quand même, autour de cette question du Seigneur des Anneaux, en faisant une espèce de rôle où en fait, les orques, les méchants, c'était les étrangers. Et vraiment, sous un délire autour de ça. Et donc, en fait, c'est particulièrement inquiétant qu'il y a l'appropriation culturelle, en fait, qui est vraiment en cours, qui date déjà, parce que bien que je ne pense pas que l'œuvre de Tolkien est un grand pamphlet marxiste, je ne pense pas non plus que c'est un pamphlet d'extrême droite, soyons très clairs. Eh bien, ils s'en sont emparés et ils arrivent à tordre le propos pour faire contagion de leurs idées. Et aujourd'hui, moi, je l'ai assisté en tant que jeune assez geek, fort dans cette culture-là. J'ai vu émerger toute une part, y compris d'amis qui étaient fort investis, on va dire, dans ce milieu culturel-là, se faire entraîner dans un pan comme ça, réactionnaire, qui s'est emparé d'une série d'idées, et complètement être transformé par ça, et donc se faire retourner par une culture commune, un élément de communication commun qui est cette culture. Et juste en deuxième élément, sur un élément tout récent que ce cher monsieur Trump a encore sorti, en nous annonçant des jeux aux États-Unis, des jeux patriotiques. Oh mon Dieu. Donc
un homme et une femme de chaque État qui vont concourir. Hunger Games. Ce sont Hunger Games. Il le sait, il ne peut pas, c'est pas possible qu'il fasse ça sans avoir ça en référence. Et là, je me questionne en me disant, tiens, est-ce qu'on n'est pas là encore dans une stratégie? On va prendre un élément provocateur et référentiel commun que toute une génération a autour de Hunger Games, et quand même un film à succès, un livre à succès très connu de toute une génération, pour aller justement susciter le débat, les gens ou quoi, mais réussir à permettre ce que fait la culture, c'est-à-dire passer les barrières des résistances des gens pour aller les toucher droit au cœur. Et je me dis, mais quelle est cette stratégie encore? Là, j'ai pas la réponse, mais ça m'inquiète. Et je me dis, encore une fois, on a là, je vais qu'à dire, un chef-d'œuvre mondial, culturel, en tout cas populaire, qu'est Hunger Games ou qui a été Tolkien. Et les réactionnaires l'utilisent, s'en saisissent pour venir encore manipuler le monde à leur guise. Et ça, je trouve ça particulièrement effrayant. Mais la culture geek est surexploitée par l'extrême droite, et ça a d'ailleurs été un tremplin énorme pour notamment le pop-fascisme sur Internet. Le Front National à l'époque a été le premier parti français à avoir un blog, ça a été le premier parti à avoir une page Facebook. Tous les forums de jeux vidéo, le 1825 ou jeuxvideo.com... Ils ont tué jeuxvideo.com. Ils ont créé des forums, ils ont vraiment... Et c'est une invasion, quand on est encore dans l'image et qu'on voit un petit peu de la façon dont ils ont tissé leur toile sur ces réseaux-là, sur ces forums-là. Mais en fait, c'est 18-25 ans, parce que c'est le nom des forums à l'époque. C'est 18-25 ans, ces jeunes qui étaient à l'époque dans les sites de jeux vidéo, dans cet esprit un petit peu geek et à la base de partage, ce sont les électeurs d'aujourd'hui. C'est comme ça que Jordan Bardella a commencé. Oui, j'allais dire, et Jordan Bardella était très actif sur ces forums, et c'est d'essayer de nous faire donc avaler cette red pill, donc la fameuse petite pilule qui nous révèle la vérité, et tout ça, ça passe par là. Et donc, ils sont vraiment en train de, à mon sens, voler, peut-être au sens de certains, investir une culture geek et une jeunesse. Juste pour être un peu positif quand même, parce que là on parle de choses un peu, c'est terrifiant. Mais ça, quand même, ça bouge. Ne t'inquiète pas, Louis, on arrivera à un moment positif. Non, mais juste un truc sur la question, parce que là on parlait de la France plus précisément et du milieu geek, etc. Mais il y a vraiment aussi toute une génération de streamers, de producteurs de contenu qui résistent, en fait, qui se laissent pas faire, qui quasi se politisent, qui n'hésitent pas à partager, qui se mobilisent, etc. Le sursaut républicain en dernière législative, le deuxième tour. Je crois que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... C'est peut-être partie aussi de cette fameuse polarisation de la société. De ce qui est en train de se passer. Et qu'ils ont une place et une influence à faire, et qu'ils s'en emparent et qu'ils restent pas inactifs. Quoi. Mais gageons qu'ils n'arriveront pas à détourner finalement nos œuvres culturelles pour leur faire dire ce qu'ils ont envie de leur dire. Gageons qu'ils n'arriveront pas à faire marcher au pas l'entièreté des saltimbanques, et que certains résisteront toujours. Et pour ce faire, investissons dans la culture et dans l'éducation permanente. Tout à fait. Pour poursuivre notre voyage, et comme on parle de culture, venons à l'Europe, puisque l'Europe est le berceau d'une culture magnifique qui rayonne et qui vit encore très fort. Mais depuis quelques années, malheureusement, on assiste à une montée faramineuse de l'extrême droite. On peut parler de la Hongrie, on peut parler de l'Italie, on peut parler de la Pologne, où on voit qu'il y a déjà péril dans la demeure. Et pour aller pas très loin, on a en France, plus que jamais, le risque de voir un président issu de l'ancien Front National, aujourd'hui devenu le Rassemblement National, une chose qu'on aurait imaginé impossible il y a de ça 20, 30 ans. Alors que l'Europe, finalement, est née pour la paix, la coopération et la solidarité, on voit que les partis nationalistes progressent partout, et même que le projet européen est contesté. Rudy, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? D'abord, pour rebondir un petit instant sur le débat antérieur et enchaîné, quand on parle de la pop culture jeune et des influences qui se font aujourd'hui par les milieux réactionnaires d'ultra-droite, d'extrême droite et tout le bestiaire de ces proto-fascistes, il faut savoir aussi que ces influences ne sont pas des influences anarchiques. Elles sont extrêmement bien structurées. Oui, tout à fait. Et on pourrait d'ailleurs, puisqu'on va parler de l'Europe dans une seconde, en faire la corrélation avec deux choses. Les patrons techno-libertariens dont je parlais tout à l'heure, qui cultivent aujourd'hui des algorithmes qui favorisent effectivement l'émergence de ce type de culture,
Il suffit de lire, je citais Thiel à 2 reprises tout à l'heure, les propos de Thiel sur le fait qu'il ne croit plus en la démocratie libre. Je préfère d'ailleurs le mot libre démocratie que démocratie libérale, qui a une connotation politique, ou d'illibéralisme, parce qu'il ne s'agit pas de ça, c'est de la démocratie libérale qui nous intéresse ici, l'idée de l'émancipation par la démocratie, et pas de l'usage du mot démocratie pour en fait passer d'autres valeurs. Mais je reviens là-dessus sur le fait que ils ont des algorithmes qui conditionnent. Vous voyez par exemple la réaction de Musk face à Wikipédia, quand il lance son Grokpedia en disant c'est trop woke. C'est clair. Il veut effectivement distiller une idéologie par un moyen d'information en influençant la culture et donc les opinions publiques par-delà. Même chose pour ce qui concerne maintenant notre grand voisin sur la frontière est de l'Europe, la Russie, et les Fermatrol qui avaient été financés d'abord par Wagner. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars payés pour instiller le poison, la ciguë, dans nos sociétés. Donc, nous ne sommes pas dans une situation qui est exempte de ces influences à travers la culture sur les comportements politiques. Il y a une porosité entre les deux. Et maintenant, pour aller sur la question précise que tu viens de poser, Joachim, on est dans un monde européen qui déçoit. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne tient pas aux yeux d'une partie de l'opinion publique croissante ses promesses, qu'elle s'est limitée à un marché. Ce qu'a voulu au départ mettre en place, ce qu'ont voulu mettre en place les pères fondateurs est honorable. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit ce qui oppose souvent les pays, c'est la détention des matières premières, l'industrie. Créons un marché commun, on va s'entendre. Et surtout sur le charbon et l'acier, qui étaient les 2 éléments qui justifiaient les guerres. Et donc c'est honorable de vouloir faire ça. Mais si on en reste là, et si on veille à ce que les marchandises circulent librement, à ce que les personnes puissent ensuite librement circuler pour être un prolétariat au service de... Parce que c'est de ça dont on parle, de l'ensemble des... Un nivellement par le bas. On arrive au bout du compte à un projet dont le sens échappe aux gens. Et surtout, si on n'a pas une visée d'égalité, ce qui était notamment garanti pas par la social-démocratie au sens politique du terme, mais la sociale avec un E, démocratie, que l'Europe a jusqu'à présent pu offrir. Or, ce modèle-là, qui normalement devait conduire vers un peu plus d'égalité, est aujourd'hui l'ennemi majeur. On ne veut plus aujourd'hui de nuances, on ne veut plus de compromis, on ne veut plus ce point nodal. Donc, il ne reste plus que les réglementations européennes sur les bouchons de bouteilles, pour prendre un exemple qui est évidemment stupide et pour montrer qu'on a parfois utilisé contre l'Europe la courbure des bananes en Angleterre, c'est un des éléments qui a été utilisé pour le Brexit. On disait qu'on allait réglementer la courbure des bananes. Donc c'est dire que on poussait la caricature à son extrême, mais quand même on traduisait quelque chose de vrai. C'est que l'Europe est ressentie aujourd'hui comme un espace qui est réglementaire et on ne voit plus les valeurs qu'ils sont. D'ailleurs, je voudrais corriger un élément de ton introduction. Tu as dit la culture européenne, non ? Les cultures européennes. En 2004, j'écrivais un opus qui s'appelait Les cultures, parce que précisément c'est ça qui fait notre richesse. C'est la diversité des identités et des brassages identitaires, parce qu'on n'en est pas non plus devant des segments qui vivent les uns à côté des autres, il y a des interpénétrations. Et d'ailleurs, quand je dis européenne, il faudrait parler de aussi euro-méditerranéenne, parce qu'on a des influences communes. Je ne vais pas revenir à la Mare Nostrum et aux Romains, mais c'est clair que les brassages se font autour de notre espace de vie commun, et la non-reconnaissance de cette capacité à cette remise en cause par le contact à l'autre, le rejet de l'autre, on nourrit effectivement les politiques hyper souverainistes qui sont en train de réémerger. Qu'un Orban se référant à Trump, qu'un Fica en Tchéquie se réfère à Trump, que ces gens tout à coup aient des postures très agressives, que la France aujourd'hui se retrouve, elle qui a été un des pays du noyau fondateur de l'Europe, dans une position où on sent bien qu'il y a un européo-scepticisme, que l'Italie
l'Italie voit la droite radicale et post-fasciste prendre du pouvoir. C'est tout sauf un hasard. C'est précisément la réponse que font des opinions publiques en se raccrochant à des images entre guillemets rassurantes devant la perte de repères et de valeurs. Et c'est là que la gauche, que les progressistes de manière générale, ont à développer un discours qui donne à la fois des perspectives et du sens, parce que c'est le sens qui manque. Même en Belgique, parce qu'on parle de tous ces dirigeants européens qui s'inspirent fortement et qui ne le cachent plus de Trump. Même en Belgique, on a récemment quand même quelqu'un qui a pris une déclaration trumpiste très influencée par la Russie et qui a dit qu'il aurait pu l'écrire. Mais on reviendra sur la Belgique juste après. Mais donc si on comprend bien ta réflexion, l'Europe sociale finalement attendue à corps et à cri par les peuples ne vient pas. On a en plus une forme de dissolution finalement de la culture de chaque nation et donc une réaction presque épidermique face à un sentiment de perte d'identité. J'ai envie, pour poursuivre la question européenne, de te poser la question de l'Espagne, parce que l'Espagne, finalement, dans son histoire récente, a une histoire particulièrement diverse, avec un dictateur, Franco, qui tient d'une main de fer l'Espagne pendant longtemps, qui encore à l'heure actuelle est idolâtré par une partie de la population, avec des indépendantistes, et aussi avec plus récemment un gouvernement de gauche qui semble faire presque l'unanimité dans les partis de gauche européens. Comment est-ce que tu analyses le cas espagnol en particulier ? D'abord, le cas espagnol n'est pas un exemple absolu. Je veux dire par là que si on prend aujourd'hui un regard qui dépasse l'océan Atlantique, on va voir qu'il y a d'autres États dans lesquels des régimes fascistes ont donné lieu à des démocraties avec des modèles alternatifs qui un temps durant ont réussi, mais ne sont jamais une garantie de pérennité à travers les décennies. Je pense au Chili notamment, où Pinochet est renversé à un moment donné après avoir mis à mort en 74, un 11 septembre aussi. On voit qu'il n'y a pas que les deux tours new-yorkaise qui était concernée par cette funeste date du 11 septembre. Mais aujourd'hui, contre toute attente, on a des néo-conservateurs, réactionnaires, fachos et autres de tout poil du genre qui ont repris, je vais dire, les rênes au Chili. C'est-à-dire que, attention, l'Espagne a vécu le franquisme et puis des alternances entre gauche et droite. Aujourd'hui, la gauche est au pouvoir. Aucune garantie que ça se poursuive. Même chose pour le Portugal avec Salazar. La révolution des œillets après, des gouvernements en alternance. Et si on pense notamment au gouvernement qui était le gouvernement précédent au Portugal, il y avait une gauche assez forte et qui réussissait. Programme économique parfait. Ils arrivaient, c'est un des seuls pays de l'Union européenne à avoir augmenté les salaires, à avoir pris une politique macroéconomique qui démarrait, etc. Et c'était pas pour autant une garantie du succès de la gauche aux élections qui ont suivi. Donc parce que l'effet de mentalité sont influencés par le mainstream, les courants dominants dont on parlait notamment sur le plan culturel. Donc il faut avoir en tête que le combat ne se mène plus seulement sur le terrain institutionnel, mais celui de la culture et des saillances de cette culture. Donc avec un repère que vous devez avoir tous en tête, c'est qu'aujourd'hui, devant les incertitudes, quand on parle notamment des pertes d'identité, toute la question du mouvement woke ou du wokisme, moi j'aime pas beaucoup le terme parce que en fait ça correspond à rien en termes de valeur, c'est un fourre-tout pour dénigrer les autres. Quand on dit qu'on est woke, c'est aujourd'hui, ou wokiste, c'est pour dénigrer. Mais les pertes de sens, par exemple, sur la question du genre,
Est-ce que je suis un homme, une femme, autre chose? Les pertes de sang sur les grands combats comme le mariage homosexuel, etc. Ont justifié, voyez par exemple ce qui s'est passé en France avec la marche pour tous, je me souviens plus exactement de la dénomination, mais toujours est-il que on justifiait la réémergence d'un courant chrétien, conservateur, dont on retrouve d'ailleurs les traces un peu partout, en Russie avec les orthodoxes qui reprennent du poil de la bête. Quand vous voyez un type du KGB, ex du KGB comme Poutine, qui va embrasser la croix pour se donner des allures de croyance, ça n'a pas de sens. On est dans une inversion de tous les modèles. Quand vous voyez Paula White à la Maison Blanche qui ouvre le bureau de la foi dans le même couloir que le bureau ovale de Trump, bureau de la foi, qui n'est pas celui dont la dénomination était identique sous les présidents précédents, mais qui est un bureau qui va lire notamment tous les décrets trumpiens sous l'angle de est-ce que ça répond à notre cahier des charges. Et vous voyez que la Heritage Foundation a travaillé là-dessus aussi, par un plan qui est un plan de 900 pages très précis, basé sur la réémergence de la famille, au sens classique du terme, la tradition. Et donc, l'Espagne, aujourd'hui, elle n'est pas sortie, je veux dire, du marais et du danger de ressombrer dans ce type de valeurs très, très, très ancrées dans la société. Ces femmes en noir qu'on voyait au sortir des églises avec des portraits à la fois d'un côté des saints et de l'autre de Franco, ces femmes, ces hommes, ils existent encore. Mais tu l'as dit, et je pense que tu as raison, et le bon exemple que tu as mis en avant, c'est finalement le Chili, avec la fin de Pinochet, une forme d'alternance, et aujourd'hui, un petit-fils de nazi qui accède au pouvoir après s'y être représenté 3 fois. Et je vais faire une petite transition qui n'en est pas une, puisque tu l'as dit aussi, ce n'est pas que sur le champ institutionnel qu'il faut pouvoir s'impliquer, c'est aussi sur le champ culturel et sur le champ des échanges et de la discussion. Et donc, aujourd'hui, pour Tristan, c'est le moment pub demandé par Tristan. Et comme on est indépendant, eh bien, on se fait de la pub pour nous-mêmes. Et donc, si vous êtes encore là, likez, partagez, diffusez ces bonnes idées. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Alors, la prochaine étape, Rudy, c'est un « tu préfères ». On va passer sur une étape plus légère avant de donner la parole à Louis. Le principe, il est simple. Je te fais des affirmations, donc tu préfères X ou Y, et toi, de manière rapide et spontanée... Y. Tu me dis, voilà, t'as tout Bravo, compris. merci, on finit la suite. La séquence. Alors, le premier, tu préfères grimper le mur de Huy en vélo ou défendre l'ouverture au monde dans un débat avec un troll sur les réseaux sociaux. Oh, ça c'est dur. C'est dur. Et c'est que le début. C'est Y, c'est plus facile. J'adore monter le mur de Huy. La dernière fois que je l'ai monté, c'était avec un copain à toi. Et j'ai souffert, mais j'ai adoré. Peut-être que j'adore souffrir. Mais quand même, j'aime encore plus aujourd'hui, par besoin, démonter un troll. Et ça fait souffrir aussi. ça fait aussi sourire. Et ça le fait souffrir, lui. C'est courageux. Alors, tu préfères être coincé dans un gouvernement sans majorité ou devoir assurer l'éducation et la sécurité d'une classe de maternelle pendant 2 ans? C'est la même chose. Je préfère encore le gouvernement sans majorité. Parce qu'au moins, là, je peux changer quelque chose au bout du compte. Tout à fait. Pensez à toutes nos professeurs et nos institutrices et nos éducateurs et nos éducatrices qui souffrent en ce moment. Alors, tu préfères participer à une négociation budgétaire de 23 heures ou pédaler 23 km avec un vélo futé? Je préfère le vélo fuité 23 heures parce que je suis certain d'une chose, c'est qu'au bout du compte, j'arrive quand même à un résultat. Je sens qu'il va me ressortir cette réponse-là plusieurs fois. Alors, Je ne sais pas où il trouve toute cette énergie. tu préfères être attaqué par Georges-Louis Boucher en direct ou par un pigeon bruxellois en pleine digestion?
Je pense que le produit est à peu près identique dans les deux cas. C'est juste l'origine du pigeon qui est différente. Alors, mais l'un garde ses plumes et l'autre essaie de me les prendre. Alors, tu préfères revivre une formation de gouvernement ou traverser la Wallonie à vélo avec seulement des cornichons comme ravitaillement? Une formation de gouvernement. Je pense que Ça te manque, hein, tout ça? Non, c'est pas que ça me manque, mais je sens l'utilité. Parce que si je pense à chaque fois uniquement à mes loisirs et à des défis que je me donne sur le plan personnel, c'est quand même un petit peu restrictif. Hein. T'as raison. Parce qu'il n'aime juste pas les cornichons. Alors, voilà un nouveau gros défi. Tu préfères être désigné démineur par le roi comme tu le fus, ou faire de la médiation entre Paul-Olivier Delannoy et Marie-Christine Marguem pour qu'ils s'écoutent et n'allongent pas les débats du conseil communal jusqu'à 3h du matin? Bon, je n'assiste plus aux conseils communaux, donc c'est un exercice de souffrance pour autrui, mais j'aimerais bien ce type de médiation, ça me plairait. Ok, eh bien, À bon entendeur. je note, si jamais certains Tournaisiens espèrent que les conseils communaux ne durent plus jusqu'à 3h du matin, nous avons... Surtout les Tournaisiens sur ma gauche. un médiateur. Oui, moi, ça m'arrangerait. Et finalement, pour qu'on sache, parce qu'on l'avait dit, mais on va lâcher le suspense, est-ce que tu préfères les voitures de fonction ou les VTT? Clairement, le VTT. Oh. Et ça me manque. D'ailleurs, je viens de mettre le mien en réparation. Il attend un nouveau dérailleur. Et dès qu'il est refait, je sais que maintenant, la mode n'est plus tellement en VTT. Hein. C'est gravel. On utilise beaucoup de gravel. Gravel. Et d'ailleurs, mon vélociste m'a recommandé, sans doute pour m'en vendre un, de passer au gravel. Mais moi, j'aime bien le VTT, parce que je trouve que c'est une façon de découvrir la nature, peut-être un peu plus lente qu'avec le gravel, peut-être c'est un peu plus pâteau et lourd, mais cette lenteur me plaît. Eh bien, mon cher Rudy, rendez-vous est pris. Dès que ton VTT est réparé, nous allons jouer au sanglier dans la boue du Mont-Saint-Aubert avec nos VTT, On veut avec des images. beaucoup de plaisir. C'est un rendez-vous qui est pris. Alors, je vous l'avais annoncé, pour poursuivre, on va parler de notre plat pays. Et qui de mieux pour en parler que notre célèbre chroniqueur, né à Timouji, Louis Mariage, un ancien député fédéral de Belgique. Alors Louis, tu vas nous parler de notre devise « L'union fait la force ». Oui, tout à fait. L'union fait la force, mais d'abord, on va un peu parler d'autre chose. Parce que ce matin, alors qu'on n'y voyait pas à 20 mètres à cause d'un brouillard aussi brumeux que mes pensées sans café, j'ai fait un turbo câlin à ma fille avant qu'elle ne parte pour la première fois dans une contrée lointaine, pas si lointaine, Andezé. Et alors que je la regardais agiter sa petite main pour dire au revoir, ce qui est beaucoup trop cute, et pour que je puisse vous le décrire avec des mots, je me suis fait une réflexion pas si bête. Tiens, est-ce que ma fille parlera le flamand ? Parce que oui, je dois vous avouer un truc, j'ai fait l'immense bêtise d'éviter d'apprendre le néerlandais durant ma scolarité. À l'époque, j'ai eu l'arrogance de croire que « ouais, mais l'anglais, ça suffit, hein. De toute façon, tout le monde parle anglais. » Visiblement, je n'avais pas encore capté que le monde, ce n'était pas que les jeux vidéo. Et pourtant, qu'est-ce que je me trompais ? Bon, déjà, niveau recherche d'emploi, ça pardonne pas. Mais surtout, quand on est amené à être au Parlement fédéral, où le bilinguisme est la règle absolue, là, j'ai regretté. Je me suis senti complètement naze de ne pas avoir pris le temps d'apprendre la langue de plus de la moitié de la population belge. De ne pas être en capacité de communiquer avec des gens avec lesquels je partage tant en culture et en valeurs. Dans un pays où la devise est « l'union fait la force », ça fait tâche. D'ailleurs, Joachim, est-ce que tu sais d'où vient cette devise ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qui l'a fait ? Je me demande, mais je n'en suis pas sûr, si ce n'est pas quelque chose qui date de 1830 avec la Révolution belge, et qui en fait était un symbole d'unité entre les différents courants de la Belgique. Très bon, et ces courants seraient-ce ? Ceux qui sont finalement au fondement de la Belgique, donc nos amis catholiques, hein, qui sont toujours présents, et j'aurais bien aimé dire les socialistes, mais ils sont arrivés un petit peu plus tard, et donc c'est plutôt les libéraux. Exactement, très bon, je ne t'ai pas eu, j'ai cru te piéger, mais non, tu es cultivé. Donc l'union fait la force, en effet, c'est l'union, non pas comme on pourrait le penser souvent des Flamands et des Wallons, mais bien l'union des libéraux et des catholiques, qui, lors de la Révolution belge, et un peu avant déjà, se sont unis pour bouter les Hollandais dehors. On est dans un pays qui, dans son fondement, dans son élan initial, est uni. C'est marrant, non ?
cette capacité qu'ont les pays à prendre des devises qui sont à l'opposé de leur réalité politique. Les Pays-Bas, tiens, vu qu'on vient de les évoquer, de leur grande époque, dont notre Premier ministre, Mr. De Wever, étant nostalgique. Leur devise, c'est « Je maintiendrai ». En français dans le texte, hein. La vertu, la noblesse, l'honneur, la foi, tout ça, tout ça. Bon, ça n'a pas trop marché pour les Pays-Bas parce qu'ils n'ont pas trop maintenu les Pays-Bas du Sud, hein, mieux connus aujourd'hui sous le nom de Belgique. Après, nous avons, on l'a évoqué au préalable, les USA, qui là nous donnent peut-être, je dis bien peut-être, un indice de la raison de tous leurs problèmes avec comme devise « In God we trust ». C'était même pas travaillé à l'avance, ça. Waouh. En Dieu, nous croyons. Mais bon, ce n'est là que mon avis d'un type qui non seulement n'a pas appris le flamand, mais surtout a été élevé très loin des questions religieuses. Et enfin, la France. Margot, c'est quoi la devise de la Liberté, France? égalité, fraternité. Alors là, on a une championne. Toi aussi, Margot, mais la France, hors catégorie. Liberté, égalité, fraternité. Pour un pays qui s'est spécialisé dans la répression à coups de LBD des plus précaires, qui ont eu l'outrecuidance de demander d'être considérés avec le même élan fraternel que ceux qui ont un compte en banque à 9 chiffres, ça sonne quand même un peu comme une mauvaise blague. Mais revenons à notre union belge. Car bon, cette union des catholiques et des libéraux, ça fait un peu un truc de l'histoire qui a mal vieilli, ça non? Et si on interprétait cette devise en la modernisant, en lui donnant le sens réel de ce qui fait l'union des Belges, qui fait la Belgique, un État qui fait de la Belgique un État à part sur cette planète. Notre solidarité. Car oui, notre modèle social est précieux. Il est le fruit d'années de lutte. Tu l'as évoqué, hein, les socialistes n'étaient pas là au début, mais ils sont arrivés. Et la gauche a construit aussi ce pays. Et il est le fruit d'années de lutte pour que toutes et tous, nous puissions avoir les mêmes chances dans la vie. Et en Belgique, on ne laisse personne sur le bas du chemin. C'est ça l'union, c'est ça la force. Mais aujourd'hui, quand vous entendez ce que je dis, vous dites bien, c'est en péril. À coup d'attaque de la part d'un gouvernement composé, tiens, des libéraux et des catholiques. L'ironie de l'histoire, n'est-ce pas? Et il y a un slogan qui nous vient du passé et qui est parfait à adresser à celles et ceux qui veulent désunir les Belges à coup de polarisation et de stigmatisation des plus précaires. C'était le cri du cœur des militants républicains espagnols contre le fascisme. No pasarán. Car oui, je ferai tout pour que ma fille parle flamand. Pas parce que c'est bien pour un job, mais bien pour continuer à développer cette richesse très belge, d'avoir plusieurs langues et cultures unies au sein d'un même idéal, un pays qui prend soin de toutes et tous. Merci Louis. Alors ça doit être une chronique qui t'inspire, toi Rudy, qui est né dans une commune à facilité comme Flobecq, qui est parfait bilingue, qui a été ministre avec nos amis flamands. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à la chronique de Louis? Et pour déjà lancer un peu la suite du débat, comment tu interprètes le fait que Bart de Wever, celui qui était venu avec les camions remplis d'argent en disant que les Wallons volaient la richesse de la Flandre, est aujourd'hui notre Premier ministre? Donc moi je suis né d'abord à commune de Renay, qui est aujourd'hui un exemple du problème de la relation entre les francophones et les flamands. Commune à facilité de Flandre qui doit donner des facilités aux francophones, qui est condamné par les instances juridiques à délivrer les services en français quand on le demande aux francophones, et qui le refuse. Mon enfance partagée entre la commune de Flobecq, mais surtout ma commune d'apprentissage qui était Brakel, celle de ma mère, parce que si on parle de ma langue au sens propre du terme maternel, c'était le flamand. Donc j'ai cette sensibilité qui est une sensibilité construite par ce que j'ai vécu enfant et qui me donne le sentiment que on n'est pas dans une logique d'opposition, mais de complémentarité sur cette frontière linguistique, d'ailleurs, où de manière assez comique, les Flamands utilisent dans les dialectes locaux beaucoup de mots en français, et le contraire du côté des Wallons picards, qui dans leur vocabulaire empruntent beaucoup aux Flamands. Donc nous sommes peut-être les plus germaniques des Wallons,
Wallons et les Flamands des Flandres occidentales et orientales les plus proches de nous sont les plus latins des Flamands. Donc, bon, je sais que c'est facile de dire ça quand même. Mais c'est vrai que quand on regarde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, l'union fait la force, ça peut faire rire. Ça peut faire rire. On dirait plutôt que l'oignon fait la farce en Belgique, pour prendre le ton autodérisoire qui est le nôtre. Et Bart de Wever est un exemple de contradiction extraordinaire, effectivement. Moi, je le vois encore à Strepy Brackney, je le vois encore dans une émission de télévision où je l'affronte dans un débat et où je suis obligé de dire que je sens même une forme de racisme dans ses propos à l'époque où à chaque fois, tout ce qui va mal, c'est à cause des Wallons et des francophones. Je trouve qu'il y a presque une démarche ethnique. J'étais d'autant plus mal à l'aise d'entendre ça que moi, je suis un enfant bâtardé. Oui, et à quelle ethnie appartiens-je Donc, je le dis avec beaucoup d'autodérision, hein, mais c'est quand même relativement préoccupant. Le même Bart de Wever, d'ailleurs, qui, à l'époque où moi, qui ai appris le flamand, pas le néerlandais, le flamand dialectal. Je dois apprendre des mots techniques dans le droit des assurances, dans l'économie, quand je deviens ministre fédéral de l'économie, et que je vais suivre un stage au Serran, et où se trouve, dans une autre classe, Bart de Wever, qui apprend le français, et qui est mon vis-à-vis. Donc, c'est dire que il y a là quand même des récits de vie assez intéressants à rappeler par l'anecdote, mais qui montrent qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de dialoguer. On est obligé de se comprendre. Moi, j'aime beaucoup ce que Louis a dit sur la solidarité. Pas parce que ça fait la promotion des valeurs qui sont, je pense, communément les nôtres, nous qui sommes progressistes ici autour de la table, mais parce que je pense que l'alchimie de la solidarité permet de dépasser à un moment donné les clivages. En ce compris, dans les moments de détresse. Moi, je pense notamment à ce que nous avons connu sur le plan économique. Par exemple, lors de la crise Covid, tous les pays avaient des difficultés à se redresser. Nous avons été un des premiers, grâce au système de sécurité sociale, grâce au système redistributif, à redémarrer correctement notre économie. Faut pas l'oublier. Donc, le rôle de l'État dans la relance est fondamental. Et la Belgique, là-dessus, est un modèle. Juste ajouter sur cet élément, parce qu'il me semble essentiel, et on l'oublie très vite, et la situation budgétaire qu'on a aujourd'hui, elle découle aussi de ça. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi eu la crise énergétique avec l'Ukraine. Et où le gouvernement précédent s'est battu d'arrache-pied pour permettre que les gens aient toujours accès aux tarifs sociaux, mais de manière beaucoup plus élargie. Et donc, je crois que on parle en millions de personnes, n'ont pas pris conscience pleinement, je pense, que l'État s'est déployé pour les protéger et leur permettre de continuer à se chauffer dans une époque où les prix devenaient fous. Et en fait, les gens n'auraient juste plus su payer leurs factures. Et donc là, il y a eu quelque chose qui a été mis en place, qui a permis de sauver un mécanisme dans une union, je crois, et même des gens de droite ont défendu ça, soyons très clairs. Donc voilà, et donc, bref. Oui, de la même manière qu'en 2008, quand on a sauvé le secteur bancaire, c'est l'État qui l'a fait. Donc on oublie à chaque fois le rôle régulateur de l'État une fois que le morceau est... J'avais une vieille voisine flobécoise que je peux citer, Odette Moulignot. Comme ça, si un jour quelqu'un l'entend sur le net, il ou elle pourra s'en rappeler. Mais elle disait, dans le Picard inénarrable de Flobec, et morceau avaleux n'a plus de goût. Un morceau avalé n'a plus de goût. Il l'avait déjà dit quelquefois. En politique, c'est vrai. Dans les opinions publiques, quand on a fait quelque chose de bien, une fois qu'on a avalé le morceau qui est dans l'estomac, on a oublié le goût que ça avait en bouche, même si c'était bon. Quand il avait mauvais goût, on ne l'oublie pas. Exactement. Mais quand ça a bon goût, voilà. C'est d'ailleurs un phénomène humain. Hein. Vous pouvez remarquer, quand vous avez je l'ai connu quand j'étais engagé en politique, vous aviez 100 personnes, vous les saluez. Et dans les 100 personnes, une seule était désagréable et qui vous disait quelque chose d'insultant. C'est elle que vous reteniez, pas les 99 qui étaient positives. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut retenir pour nos démocraties. Il y a une forme de fatigue démocratique où on se dit, mais parfois, oh là là, tous ces débats, etc. Mais au bout du compte, on vit quand même beaucoup plus heureux que dans ces régimes où on vous enferme pour votre pensée, où on ne vous donne pas de quoi soigner vos enfants. Enfin, il faut quand même imaginer tout cela. Et peut-être une dernière remarque qui est très très anecdotique par rapport à ce que Louis disait tout à l'heure, en reprenant les adages des différents pays. Moi, j'adore l'adage de la France, même s'il n'est pas aujourd'hui la quintessence même de la politique française, mais à propos de l'adage américain, In God we trust, ce n'est pas en Dieu nous croyons, hein. C'est en Dieu nous avons confiance. Parce que en réalité, le concept, c'est pas le Dieu, mais c'est la confiance. Et la chose importante dans nos démocraties aujourd'hui, c'est le rétablissement de la confiance. Dans la relation entre Belges, l'important, c'est le rétablissement de la confiance.
Ben, Rudy, tu ne pouvais pas faire meilleure transition parce que, tu le sais, dans cette émission, on aime bien décrypter les problèmes, parfois même se faire du mal, tellement les problèmes sont nombreux, mais on ne se quitte jamais sans penser également aux solutions. Et pour la fin de cette émission, je veux vraiment que tu te concentres sur les solutions. Aujourd'hui, face à la difficulté, face à ces lumières sombres qui ne font que replier finalement chacun d'entre nous sur lui-même en fermant la porte au nez plutôt qu'en ouvrant la porte à l'autre, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Voilà une question simple à laquelle la réponse sera complexe. C'est comment finalement remettre au cœur de notre société ces valeurs qui nous sont chères. En quelques exemples très concrets. C'est une question facile pour celui qui la pose. Et j'en ai 2-3 autres très faciles comme ça. À poser, c'est très simple, je n'ai qu'à lire. Vous avez 2 jours. Ma première réponse, c'est la lucidité. Nous avons besoin aujourd'hui... Le mot lucidité est intéressant, parce que ça vient de la lumière. Il faut rééclairer nos opinions. Nos opinions aujourd'hui sont vraiment confondues. Quand on parlait de fatigue démocratique, elles sont confondues. Il y a un flux d'informations. C'est comme Stéphane Escher, dans sa chanson célèbre, « Laissez-moi déjeuner en paix ». Il ne voulait plus entendre les informations tellement elles sont angoissantes en tant que telles. Et moi, je ne contourne pas le problème de l'angoisse de l'information. Ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière les rideaux. Et j'ai beaucoup de gens, sur mes derniers posts, sur un an, je suis maintenant au-delà des 24 millions de vues. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et les questions qui me sont posées en disant qu'avez-vous à proposer sont souvent suivies d'affirmations comme, vous savez, je suis très angoissé parce que le monde devient, mais le fait que vous mettiez cette lumière sur mes angoisses m'aide à dépasser mon angoisse. J'ai beaucoup d'intervenants qui me disent cela. Et je pense aussi que c'est pas de la psychanalyse de groupe, mais se mettre sur la chaise longue, le Corbusier, pour permettre de procéder à une catalyse des angoisses est un premier état de réponse. Deuxième chose, c'est dépasser l'analyse théorique et aller sur le terrain. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les gens qui ont des idées progressistes réensemencent la terre avec des graines d'espoir. Et c'est quoi ces graines d'espoir ? Dans des cercles d'éducation permanente, c'est retrouver la question du sens. C'est réexpliquer en quoi, on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières, les idées de progrès permettent de vivre avec plus de bonheur quand on les met en œuvre. C'est donner de la chair autour du squelette abstrait de nos valeurs par des exemples de réussite de projets. C'est redessiner un horizon d'espérance, là où pour le moment on a l'impression d'être tous sur une planche savonnée qui nous conduit au chaos. Il y a un glissement. On se dit, est-ce qu'on va, tu parlais de guerre tout à l'heure, est-ce qu'on va devant une guerre réelle, au-delà de la guerre des mots ? Est-ce que ce qui se passe aux frontières de l'Union européenne pourrait nous amener à entrer dans un conflit de type armé dans lequel nos enfants, comme le disait un ministre, ou plutôt un général en France récemment, seraient amenés demain à se rendre sur les fronts d'hiver. Toutes ces questions sont des questions qui nous angoissent, auxquelles les réponses que nous pouvons donner ne vont pas se contenter effectivement de descriptifs, mais d'initiatives. Et la première initiative, c'est de réenchanter la question du politique. Pas le politique au sens partisan du terme, écolo, socialiste, MR, engagé, pour donner des exemples belges ou PTB, mais c'est comment est-ce que le citoyen, que nous sommes tous dans les choix qu'il peut faire, peut réellement modifier le cours des choses. Pas en promettant des grands soirs qui ne se réalisent pas, mais en acceptant aussi la logique même du compromis.
c'est-à-dire de la nuance. C'est-à-dire de ce qu'on peut... C'est pas la promesse de l'homme fort ou de la femme forte qui va tout changer par sa poigne, etc. Mais c'est cette petite inflexion qui donne tout à coup le sentiment qu'on a pu faire changer quelque chose, qui fait bouger somme après somme de petits morceaux qu'on met sur un tas comme des graviers qui finissent par constituer une montagne et qui donnent effectivement le poids de la masse. Moi, je pense que ça, ce sont des choses qu'on peut entreprendre. Moi, je pense notamment au projet coopératif, par exemple. Dans l'esprit du développement économique, où sont passés les utopistes qui construisaient hier des modèles alternatifs de société par des coopératives qui offraient un champ de consommation, un champ de production, un champ d'échange qui était autre que celui du capitalisme pur et dur, qui détruit à la fois la nature et les êtres humains. Voilà le genre de choses, je pense, qu'on doit réenchanter. Eh bien, tu vois, Rudy, la question était facile et la réponse était très intéressante. Et donc, pour clôturer cette émission, suivons finalement ces conseils, faisons preuve de lucidité, soyons capables d'ensemencer la terre de nos idées progressistes, soyons également capables d'apporter ces petites pierres. Moi, il y a un slogan que j'adore et que j'utilise depuis longtemps, c'est « Les petites pierres font les montagnes ». Et quand je t'entendais, eh bien finalement, je me rappelais ce slogan qu'on doit toujours avoir à l'esprit, c'est que c'est la somme de nos petites actions qui peuvent finalement faire peser les choses d'un côté ou de l'autre. Je te remercie encore beaucoup, Rudy, pour ta présence aujourd'hui et pour tes lumières. Merci Margot, merci Louis. Merci Joachim. On se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao.